Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue à ce numéro spécial de votre émission L'Entretien. Et vous le savez, nous sommes presque à la veille d'un événement politique important en République du Bénin. Il s'agit du dialogue politique national initié par le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Un dialogue qui doit commencer le jeudi 10 octobre prochain et qui devrait réunir 96 délégués venus des 9 partis politiques régulièrement constitués au vu de l'actuelle charte des partis politiques. Alors, quelle est la portée de ce dialogue politique national? Quel pourrait être son impact sur la vie politique nationale? Et que doivent faire les partis politiques béninois dans la réussite de cette initiative du chef de l'État? Autant de questions qui nous intéressent et que nous allons aborder dans cette émission avec un acteur politique assez connu. Mais avec notre invité de ce dimanche aussi, nous allons parler d'une question très préoccupante pour les populations béninoises, notamment la fermeture des frontières nigérianes. Une situation qui cause assez de dégâts et de dommages pour les opérateurs économiques. Nous en parlerons aussi avec notre invité de ce dimanche, avant d'opiner aussi sur la dernière sortie médiatique du président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, qui a jeté, si on va le dire, un regard assez critique, mais aussi un regard de critique sur la 8e législature. Selon lui, certains députés continuent de ne pas se conformer au texte en vigueur, notamment la déclaration du patrimoine, par exemple, mais également aussi leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome, qui aurait été traité avec beaucoup plus de faveur, contrairement aux autres formations politiques. Et pour passer en revue toutes ces questions d'intérêt national, j'ai convié pour vous sur ce plateau Maître Abraham Zizinokwe. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes un acteur politique que l'on ne présente plus. Vous avez été d'ailleurs élu député de la 8e législature avant de démissionner quelques mois plus tard pour, avez-vous dit, je vous cite, mieux vous occuper de la formation de la jeunesse de ce parti politique. Vous êtes membre actif, membre fondateur du parti L'Union progressiste. Merci d'être venu répondre en direct à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et cette émission est relayée non seulement sur les antennes de E-Télé, mais également aussi sur la radio Océan FM qui relaie en direct cette émission en synchronisation. Et Maître Abraham Zizinokwe, vous êtes acteur politique. Il y a de cela plus d'un mois maintenant, le Nigeria a fermé ses frontières. Peut-être en mépris, on va le dire, peut-être des tests en vigueur de la CEDEAO. Vous nous direz tout à l'heure si c'est vraiment le cas. Les partis politiques opinent très peu sur cette question. Vous, au niveau de l'Union progressiste, comment concevez-vous cette situation? Une fois encore, merci à E-Télé, à Radio Océan. Voilà. Je dis bonjour à tous les auditeurs et les téléspectateurs, n'est-ce pas, de ce dimanche. Vous voyez, la fermeture des frontières, c'est une question importante. L'Union progressiste, dont je suis un des membres, non seulement fondateur, mais dirigeant, étant membre du présidium qui dirige ce parti, l'UP est un parti au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. L'Union progressiste est au pouvoir. Et quand on aborde ce genre de questions, il faut l'aborder en responsable. Vous savez, le Nigeria, un grand voisin, pour sa politique de production, a raison de fermer ses frontières. Le Nigeria est un État souverain pour sa production interne. Elle a raison. Est-ce que ça lui donne ce droit-là de
de fermer ses frontières, en sans matière, même peut-être avertir les pays voisins. Ça, c'est des détails. Mais en matière de sécurité, Oui. en matière de sûreté, tout comme le Bénin est souverain. Parce que il faut aborder la question en responsable. Ce n'est pas une affaire de bras de fer entre le Nigeria et le Bénin. Non, il n'y a pas photo. Le Bénin, c'est un petit pays. Mais ayant sa souveraineté, le Nigeria, c'est un grand pays. Mais donc, le problème, ce n'est pas en termes de bras de fer entre le Bénin et le Nigeria. La configuration de nos économies ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que les populations de part et d'autre de la frontière bénino-nigériane commercent, produisent, vivent ensemble. Donc c'est une question structurelle. Pour la production intérieure du Nigeria, le Nigeria doit voir ce qui est dans son intérêt. Ce qui nous amène au Bénin également de voir ce qui est de notre intérêt. C'est une question à co-gérer. C'est une co-gestion parce que les populations de part et d'autre de la frontière souffrent de la fermeture. Que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Bénin. Les populations frontalières souffrent de cela. Donc, on ne peut pas avoir un thème de est-ce qu'on a respecté ceci, est-ce qu'on a... Non, c'est de la co-gestion de ces problèmes. Les négociations entre les responsables des États, des pays, l'éducation des populations de part et d'autre, la prise en compte de la production. Vous savez, avec l'effectif, la population nigériane, tous nos produits, ce qu'on appelle des produits d'origine, ce que les Béninoises et Béninois produisent, c'est à même de les couler sur le Nigeria, quelle que soit la période. Donc, c'est une question de voir comment nous, on gère ensemble. Quelles sont les productions du Nigeria, quelles sont les productions du Bénin. C'est ce qu'on appelle la co-gestion, la production. Nous sommes dans un ensemble, la CEDEAO. Oui, mais avant que vous ne poursuiviez sans pour autant vous couper, hein, oui. J'ai dit quelque chose tout à l'heure, je voudrais prendre votre avis là-dessus. Est-ce que le Nigeria viole les tests sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, ce faisant? C'est un principe, mais le principe dit toujours une exception. En cas de sécurité et en temps de sûreté, des questions de santé, le principe peut ne pas marcher. C'est dit dans le protocole. Le principe existe, tout ce que vous voulez, oui. Sauf cas de sécurité, de santé, de sûreté. Alors, ce sauf-là donne la possibilité à chacun des pays membres de la CEDEAO de suspendre temporairement ces principes-là pour résoudre les problèmes de sécurité, les problèmes de santé, les problèmes de sûreté. C'est dans le traité. Donc, c'est pour vous dire que c'est un co-développement, c'est une co-gestion de la production de part et d'autre. C'est en ces termes qu'il faut aborder la question. C'est de vieilles questions structurelles qui ne datent pas de ce régime. Hein, c'est depuis nos parents, nos aînés. Donc, vous voyez, donc, quand on en arrive là, il faut donc gérer. La sagesse oblige de gérer ensemble. C'est une co-gestion qu'on fera de cette question pour que nos populations de part et d'autre retrouvent, n'est-ce pas, le sourire. Donc, ce n'est pas en termes de bras de fer entre le Niger et le Bénin. Ceux qui vont sur ce terrain, oui. Je les en prie, nous sommes responsables, nous sommes un parti au pouvoir, et ces choses, quand on les règle, on ne les met pas sur la place publique. Mais est-ce que l'heure actuellement est à cette co-gestion-là? Vous avez l'impression que ça se gère ensemble actuellement? C'est pas quelque chose qui se fait par un coup de baguette magique. Je vous ai dit, c'est structurel. Hein? L'économie béninoise a été formatée en tenant compte de la possibilité d'envoyer des produits au Nigeria. Il faut distinguer entre les produits importés, réexportés, et c'est ça que le bas blesse, et les produits d'origine, les produits locaux
il y a un distinguo à faire. C'est surtout par rapport aux produits importés et exportés vers le Nigeria, directement par nos frontières ou par les frontières d'autres pays. C'est de ça surtout qu'il s'agit. En principe, les produits locaux, ce qu'on appelle les produits d'origine, dans le cadre de la CEDEAO, ne devaient pas poser de problème. Donc, c'est une cogestion qu'il faut. C'est des négociations. Il n'est pas question de bras de fer entre le Bénin et le Nigeria, je le répète, en tant que parti au pouvoir, en tant que parti responsable. Vous savez, les citoyens béninois qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas au pouvoir, qui ne répondent pas, peuvent avoir d'autres lectures de cela. Oui, effectivement, on a lu le communiqué du parti Force Kouri pour un Bénin émergent qui estime que le pouvoir ne réagit pas suffisamment vite et de façon suffisamment efficace face à cette question. Est-ce que c'est la première fois que les frontières ont été fermées? Ce n'est pas la première fois, c'est périodiquement, par moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à la cogestion, à la coproduction. Vous verrez dans tous les cercles économiques, là où il y a une zone de libre-échange, vous prenez l'Union européenne, il y a une politique agricole commune. Et on détermine. C'est ça, nous devons aller vers là. Une politique agricole commune, une politique industrielle intégrée. C'est ça, c'est là qu'il faut aller. Jusque-là, on est resté dans l'informel. Le Béninois aime l'informel. Les Africains aiment l'informel. Nous devons sortir de l'informel pour aller, n'est-ce pas, à des normes de production, que ce soit agricole, industrielle, organiser ce marché commun, la CEDEAO et la zone de libre-échange, la ZLEC, au niveau de l'Afrique. Donc, ce qu'il faudrait retenir, les questions de cette nature ne peuvent pas être réglées dans des bras de fer. C'est en cogestion, en négociation, et ça se fait. Donc, un peu de patience, et d'ici là, ce n'est pas que nous qui souffrons de cela. Nos frères de l'autre côté aussi en souffrent. Peut-être que les gens n'en parlent pas, mais ce n'est pas le sujet. La population du Nigeria. Bien sûr, toutes les populations le long de la frontière. Nous avons près de 700 km de frontière, de la sud au nord, du sud au nord, de la mer jusqu'au fleuve. Donc, c'est une question qu'il faut traiter avec tempérance. Ce n'est pas, est-ce que vous avez interpellé le gouvernement? Ce n'est pas ça. Ça, c'est la gouvernance spectacle. Nous ne sommes pas dans une gouvernance spectacle. Maître Abraham Zinokwe, est-ce que vous voulez rassurer les populations aujourd'hui que le gouvernement prend vraiment la mesure de la situation, agit, même si on ne verse pas dans cette gouvernance spectacle dont vous parlez? Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'un gouvernement qui a la responsabilité de la gestion du quotidien de ces populations, un gouvernement peut rester indifférent à une telle situation? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de tam-tam, on ne crie pas, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas... Non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai vu à la télé le ministre de l'Agriculture et d'autres ministres. Donc, du commerce, notamment. Mais les gens sont au travail, on ne peut pas crier sur tous les pouvoirs. Ce genre de gouvernance, il faut oublier. Une gouvernance responsable agit et c'est au résultat qu'on l'apprécie, qu'on l'évalue. Je peux vous rassurer les populations que le gouvernement, le régime travaille pour ces populations, pour leur mieux-être, pour faire en sorte que d'ici à là, les choses redeviennent normales et que les réformes qu'il faut. Bon, à quelque chose on peut dire malheur est bon, parce que on peut transformer des difficultés en opportunités. Comment le faire justement? Parce que les ministres que vous avez évoqués tout à l'heure ont expliqué aux producteurs que c'est possible de pouvoir profiter d'une telle situation pour penser à des stratégies pour mieux conserver les produits que nous produisons ici, par exemple, et qu'on devrait couler au Nigeria. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire de cette difficulté une opportunité économique? Oui, le seul vrai problème, c'est qu'une structuration ne peut pas brutalement... C'est ça, c'est-à-dire, c'est le stock
qui pose problème. C'est-à-dire, les gens ont déjà là. C'est ça qu'il faut co-gérer, voir dans les négociations comment on fait un délai de moratoire pour faire, et de manière à ce que petit à petit. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, nos producteurs doivent savoir que désormais, ce n'est pas le meilleur commerce que d'importer pour exporter. Tout ce que nous importons pour exporter, nous pouvons le produire et aller vers la qualité. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de Béninois qui ne mangent pas le riz béninois, ils préfèrent le riz thaïlandais. Mais c'est d'envoyer des gens pour voir comment ça se fait là-bas et c'est bon à manger. Et faire en sorte que ce que nous produisons, nous puissions le faire pour qu'il soit également bon à manger. Parce que l'être humain, s'il a deux produits, l'un de qualité supérieure, il voudra toujours aller vers le produit de qualité. Le patriotisme économique n'empêche pas de satisfaire les goûts individuels. Et donc, nous reprendre, transformer les difficultés en opportunités, c'est vers ces pistes qu'il faut aller. Et associer aussi les producteurs. Bien sûr, nécessairement, puisque c'est eux qui produisent. Non seulement les associer, les organiser. C'est ça le rôle de l'État, les organiser dans ce sens-là. Leur donner des facilités, les orienter pour qu'à l'avenir, tout ce que nous pourrons produire au plan agricole local, compte tenu de l'effectif de la population, ça pourra être collé sur le Nigeria. Donc faisons un effort de réadaptation. C'est ça, la transformation, les difficultés, c'est la réadaptation. Une fois que des négociations auraient permis de régler le stock, n'est-ce pas, qui est sous le bras, c'est là les négociations qui peuvent se voir la restructuration de notre économie. Et ça doit se faire, comme j'ai dit, une politique agricole commune. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que l'un fait? Qu'est-ce que l'autre ne fait pas pour se compléter? C'est ça la politique agricole commune. Les industries, vous avez appris qu'on a des industries, on a eu des industries sucrières, Nigeria, Togo, industrie, cimenterie, au Niblo. C'est dans ce sens qu'il faut aller. La cogestion, la coproduction, que ce soit agricole ou industrielle, de manière à ce que nos économies ne se concurrencent pas, au contraire se complètent. C'est ça la transformation des difficultés en opportunités. Maître Abraham Zinroué, c'est bien que vous soyez là. Vous avez dit tout à l'heure, à près de 3 reprises déjà, que vous êtes au pouvoir, effectivement. Oui. Et ça, c'est connu de tous. On a vu un communiqué qui a été rendu public dans ce sens pour instruire les agents de douane de pouvoir surveiller, on va dire, le déplacement de certains produits vers le Nigeria, une bonne trentaine de produits. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ce communiqué? Est-ce que c'est un communiqué qui a été rédigé suite aux pressions du Nigeria, comme on a entendu le dire dans l'opinion? Non, ce n'est pas une pression. La production intérieure du Nigeria fait que le Nigeria a listé les produits pour lesquels il voudrait que nous fassions un effort pour que ces produits-là ne fassent pas l'objet de... C'est tout, ça n'a rien de... C'est ça que je vous dis, la cogestion. Chacun a l'œil sur sa production intérieure. Les Nigériens font des efforts pour produire du riz. Ils investissent dans ce secteur. Ils estiment que s'ils ne protégeaient pas ce marché du riz, et qu'ils permettaient à de riz importé hors zone CEDEAO, d'Europe, d'Asie, tous les efforts faits à l'intérieur du Nigeria par les Nigériens producteurs, par le gouvernement nigérien, par les investisseurs, seraient vains. C'est comme ça. Ce n'est pas, c'est de la logique économique, ce n'est pas de pression, etc. Ils ont listé les produits pour lesquels ils font des efforts. Et ils nous informent. Dans cette cogestion, à notre tour, nous informons nos populations, nos administrations, tout à fait. Et c'est dans ça que la réadaptation se fera. Nous comprendrons que ces produits, souvent, c'est réimporté, orienter nos commerces, nos activités vers d'autres produits locaux, des produits d'origine. C'est de ça qu'il s'agit. Une question peut-être qui intéresse beaucoup plus ces commerçants-là. À quand alors l'ouverture ou la réouverture des frontières? On ne peut pas
donner, on ne fait pas ici de politique fiction où on n'a pas une boule de cristal, on va aller dedans. Entre nous, soyons, ça c'est des questions d'administration à administration, d'autorité à autorité. C'est la patience, c'est intégrer déjà dans nos têtes que nous devons faire des efforts de réadaptation, de reconversion et d'aller vers la production intérieure plutôt que d'axer notre commerce sur import-export. C'est ça qu'il faut, c'est ce travail-là que nous devons faire, nous, partis politiques, vous, hommes de presse, de manière à ce que nos populations comprennent que ce qui a duré des décennies, même avant, il est temps que nous sortions de l'informel, que nous prenions notre avenir en main, notre économie en main, que nous puissions produire pour les Béninois d'abord et le surplus maintenant aller vers les pays limitrophes. Très bien. Alors, on poursuit justement ces échanges-là de ce dimanche, Abraham Zinokwe. On va parler politique avec cette initiative du chef de l'État. Ce n'est pas moins politique. On est d'accord, on est d'accord, bien sûr. Mais si vous voulez, parlons politique politicienne. Pas politicienne, mais politique pure, vous voulez dire. D'accord. Alors, Maître Abraham Zinokwe, le chef de l'État, le président Patrice Talon, annonçait le 20 mai dernier qu'il allait convier très prochainement les acteurs politiques pour des échanges directs, sincères. Et ça a été matérialisé avec un communiqué qui a été adressé à l'endroit de 9 partis politiques régulièrement constitués au vu de l'actuelle charte des partis politiques. Selon le communiqué, ce dialogue va commencer le jeudi 10 octobre prochain et va continuer jusqu'au samedi 12 octobre. Et vous avez certainement entendu que déjà ce vendredi, le parti Force Kouri pour un Bénin émergent a rendu public un communiqué et d'ailleurs a répondu au chef de l'État en posant certains préalables sans lesquels ce parti ne saurait participer à ce dialogue. Est-ce que pour vous, c'est une déception d'avoir entendu ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes en politique. Nous sommes en démocratie. Donc, chaque parti politique est libre de ses opinions. On ne peut... au contraire, ce que moi je constate, c'est que les lignes ont commencé à bouger. Et c'est une bonne chose. Nous allons vers le dégel. Nous allons vers la décrispation, nous allons vers l'apaisement. Vous voyez? Ah bon? Oui, je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans les plaies, mais pour aborder cette question, vous allez me permettre de revenir un peu en arrière. Allez-y. Pour voir de quoi il s'agit. Il s'agit des lois électorales. C'est la question électorale qui a posé problème. Et ce n'est pas le vote de ces lois. C'est la mise en œuvre, l'application. C'est à l'application de ces lois qui a eu problème et que 2 partis, l'Union progressiste et le Bloc républicain, des partis au pouvoir, proches du chef de l'État, se sont retrouvés dans la compétition des législatives. C'est l'application. D'autres partis ont passé l'étape du ministère de l'Intérieur. Le PRD, Mouel, ont leur récépissé. Mais qu'ils ne sont pas... Ça veut dire que dans l'application de la charte, mais surtout du code, qu'il y a eu des problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas aller à leur sujet. Mais les gens sont libres de leur opinion, de penser ce qu'ils veulent. Je dis que nous allons vers l'apaisement parce que 2 partis sont retrouvés pour les législatives. Vous venez de numérer 9 partis qui sont déjà en règle. Ça veut dire que pour les prochaines échéances, nous ne serons plus 2. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va vers la décrispation, vers le deuxième. Les difficultés qui sont posées, c'est à propos de l'élection. C'est la question en débat. C'est pour ça que le chef de l'État appelle au dialogue. Il faut isoler cette question. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes. On peut faire d'autres dialogues pour d'autres problèmes, mais là, le problème qui nous tient, c'est les élections législatives, c'est la mise en œuvre. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis non. Il faut, si je vous rappelle un peu de la mémoire, à l'Assemblée, le consensus était trouvé pour que tout le monde aille.
Mais c'est ce que j'ai appelé un coup d'État intellectuel. C'est-à-dire que les juristes, les politologues, les sociologues sont mis dans le jeu. Il y a même un représentant de la société civile qui s'est pratiquement mis à genoux, demander au chef de l'État de violer la Constitution. Vous imaginez? C'est ce que j'ai appelé le coup d'État intellectuel. Est-ce que c'est possible? Dans un État de droit, il s'est mis pratiquement à genoux pour demander le recours à l'article, demander au chef de l'État de violer la Constitution. C'est pas bon. Donc, la période préélectorale, il y a eu ce coup d'État intellectuel qui a échoué. Heureusement, le chef de l'État n'est pas tombé. Le jour de l'élection, il y a eu ce que j'appelle le coup de force. Un boycott non seulement actif, mais violent. Il y a eu des urnes qui ont été saccagées. Et c'est le fait de qui? Coup d'État intellectuel, coup de force, non content de cela, de personnes respectables, fait des appels au soulèvement, se sont déplacés, aller vers les foules pour les faire soulever. Donc, début d'exécution de la rébellion, de l'insurrection. Quand ça ne marchait pas, on a armé des badauds avec des cocktails Molotov, des chasseurs venus. Vous voyez, ce n'est pas bien. Coup de force le jour de l'élection pour empêcher qu'il y ait d'élection. Coup d'État intellectuel, coup de force, d'insurrection. Et en post-électoral, vous n'oubliez pas, le 1er 2 décembre dernier, ce qui s'est passé. 1er 2 mai. Non, 1er et 2 mai. Oui, les violences de 1er, je vous en prie. Oui. Des maisons, des biens privés, les sièges de partis politiques, l'UP, de domiciles de responsables politiques, violentés, caillassés. Pour quel motif? Tout cela a été fait à grand renfort médiatique, national, international. À quelle fin? Nous sommes dans quel pays? Coup d'État intellectuel, coup de force, tout ça a échoué. Et maintenant, tout récemment, c'est le coup d'État spirituel. C'est la proclamation de la mort du chef de l'État. Où en sommes-nous là? Il y a ce qu'on appelle la politesse républicaine. Des gens se vautrent dans la victimologie, c'est-à-dire... Oui, expliquez-nous. Non, c'est-à-dire se prendre comme victime, alors que c'est eux qui sont à la manœuvre, qui sont à la violence. Mais ils préfèrent se présenter Il y a eu de dialogue tout récemment dans le pays, au Cameroun. Oui, au Cameroun. Ce qui s'est passé. Bon, ceux qui ont voulu aller au dialogue sont allés au dialogue. Ceux qui n'ont pas voulu ne sont pas allés. Malgré cela, les choses ont augmenté. Donc moi, je crois pour ma part, je ne voudrais pas qu'on dise encore les donneurs de leçons, pas du tout, mais si on doit opiner, je crois qu'il faut être dans le débat des élections. Faire en sorte que les prochaines élections, toutes les forces proches de la mouvance, de l'opposition, puissent compétir. Et c'est à cela qu'on verra qui est qui. Parce que c'est trop facile, on nous a exclus alors qu'on s'exclut soi-même. On vous appelle, venez dialoguer. Qu'est-ce qui vous empêche de venir au dialogue et de mettre en débat vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous empêche, après le dialogue sur les élections, les questions électorales, qu'on ouvre d'autres dialogues sur d'autres problèmes? Moi, je crois qu'il ne faut pas aller dans tous les sens.
Oui, mais ce communiqué de FCBE-là, que vous qualifiez peut-être de hors-sujet, quelles sont les motivations? Puisqu'ils ont parlé de préalable, et entre autres préalables, ils sont revenus sur cette question d'élection, puisque vous avez d'ailleurs bien fait de situer tout à l'heure le contexte du dialogue initié par le chef de l'État, c'est de faire le bilan des législatives passées. Oui. Eux, ils estiment qu'il va falloir reprendre d'abord cela avant qu'on aille discuter. Mais qui vient le dire à la discussion? Est-ce que vous voyez ça responsable? Chez nous, il y a un adage dit, on ne refuse pas l'appel. On peut refuser ce qui est derrière l'appel. Mais vous restez chez vous, vous dites non, et après, quand on va aller aux élections, vous allez dire qu'on vous a exclu. Non, moi je crois que, moi j'ai trouvé, c'est pour ça que je dis qu'il y a un début de dégel, puis les gens ont commencé à se conformer. Hein? De 2, de 5, de 7 à 9. Oui. C'est ça que je dis que le dégel a commencé. Vous savez, le train de la démocratie qui entre en gare, ceux qui sont prêts entrent dans le train, ceux qui ne sont pas prêts peuvent rattraper ce train à une autre gare. Ceux qui sont prêts pour aller aux élections, ils iront. Ceux qui sont prêts pour aller au dialogue, ils iront. Et la démocratie, l'essentiel, c'est qu'on voit l'effort que le chef de l'État a fait, ce qu'il a promis, il est en train, n'est-ce pas, de l'honorer pour dire les acteurs sains, hein, je ne veux pas parler des acteurs toxiques, non, les éléments sains de la société, les acteurs politiques. On verrait les choses, on mettrait les choses sur la table, on va en débat. S'il faut toucher à des choses, on les touchera de manière à ce que tout le monde se sente concerné. Mais il n'est pas question de revenir en arrière. Un pays, l'ordre constitutionnel, l'ordre républicain, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Hein. J'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas dans une démocratie d'émotion. Non, ce n'est pas de la responsabilité, un chef de l'État, la continuité de l'État, l'effectivité de l'État du pouvoir. Ce n'est pas le sentiment, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être humain, on ne doit pas être solidaire. Mais l'ordre constitutionnel, il faut le respecter. C'est ce que le chef de l'État a fait. La réforme, il ne s'agit pas de revenir sur la réforme du système partisan, au contraire, comment l'améliorer. Mais s'il y a des difficultés d'ordre administratif pratique, c'est déceler cela dans les tests et de les améliorer. C'est de ça qu'il s'agit. Et en cela, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas à un dialogue. Mais maintenant, nous sommes en démocratie. Chacun est libre de ses positions. Je ne viens pas ici critiquer qui que ce soit. Je respecte la position des uns et des autres. Nous nous préparons, nous avons réuni... On va revenir à vous tout à l'heure, oui. Mais lorsqu'ils parlent de cette élection à reprendre, ils ont aussi parlé de la libération de ceux qu'ils qualifient de prisonniers politiques, du retour au pays de ceux qu'ils qualifient d'exilés politiques. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est des questions électorales? Je vous dis qu'il ne faut pas... Alors, c'est des questions qui préoccupent. C'est vrai, il peut y avoir d'autres espaces de débat pour ces questions-là. On peut même venir les exposer. On peut même en faire des recommandations. Ça. Mais ce qui est en débat, ce qui a posé problème, c'était les élections. C'était l'application des lois électorales. En tout cas, c'est ma compréhension. Mais des problèmes, nous venons de parler de la question de frontières. Oui. Mais ça peut faire l'objet de dialogue. D'espace de débat, qu'on en débatte pour savoir comment ça va se faire, comment, comme vous l'avez dit, comment on peut transformer cette difficulté en opportunité. On peut convoquer des assises pour ça. Pour les questions que vous venez de soulever et que nos amis d'en face ont soulevées, ça peut faire l'objet de débat. Mais là, le chef de l'État, qui à un moment donné a constaté que pour des élections, il y a eu tel problème et qui veut trouver des solutions, de mon point de vue, il faut aller. Il faut en débattre, il faut en discuter et réserver peut-être d'autres espaces, d'autres dialogues pour d'autres types de problèmes. Des problèmes dans un pays, il y en a de tous ordres, mais on ne peut pas amalgamer. Soyons bien
circonscrit pour ne pas rater, n'est-ce pas, l'objectif visé. C'est de ça qu'il s'agit. Mais leur absence probable à ce rendez-vous politique pas. important, est-ce que ça ne va pas ternir l'image du dialogue ou est-ce que ça ne va pas... Pas du tout. Ça ne va pas impacter négativement la qualité des débats? Ben, vous savez, ce qui s'est passé au Cameroun, est-ce que le professeur Kamto Maurice était au dialogue? Il n'y était pas. Il est le premier à en bénéficier. C'est pas parce que on a déjà annoncé sa libération. Mais il est déjà libéré, pas annoncé. Oui. Donc, c'est vous dire que les gens sont sensibles à tout. Est-ce que vous voyez? Mais au Cameroun, c'était comment faire pour que deux provinces anglophones, n'est-ce pas, réintègrent le jeu normal, le jeu démocratique. C'est de ça, c'est le sujet principal. Et ils sont allés à des recommandations, à des résolutions dans ce sens. Le sujet, me semble-t-il, pour ce qui nous concerne, c'est les lois électorales, leur mise en œuvre. Mais allons à cela, et le reste, on verra. Le monsieur, le professeur, qui n'était pas, ces militants qui n'étaient pas, ils ont été les premiers à bénéficier parce qu'il y a un climat qui a été créé de dégel. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut se parler. Donc, nos frères qui jusque là ont dit, on exclut, on exclut. Vous êtes exclus. On vous appelle, venez, on va parler. Vous dites non. Avant de parler, il faut s'il faut. Mais avec ça, ça veut dire qu'on n'a pas la volonté politique, n'est-ce pas, de décrisper. Mais on sent, moi, de mon point de vue, il n'y aura aucun effet parce que même les absents, les préoccupations des absents, ce sera pris en compte par ceux qui sont présents. Il n'y aura pas que l'UP et le BR qui seront à ce dialogue-là. On en a cité 9, 6, 7, 6, 8, ou c'est un seul qui n'est pas là. Mais pour le moment, je ne peux préjuger de rien, mais moi, je souhaite que les 9 ajouts soient là, parce que nous allons parler de choses communes. Parce que si les FCBE ont fait cette formalité pour avoir, mais ils n'ont pas pour mettre ça sous boisson, c'est en prévision de quelque chose, des prochaines échéances, des communales. Mais alors, venez qu'on en parle pour améliorer s'il y a eu des défaillances, pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers de mise en œuvre de ces lois. Moi, je souhaite beaucoup que tous ceux qui ont été convoqués puissent être là. Ceux qui n'ont pas été convoqués, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils passent leur message à travers ceux qui vont y assister. Ça se fait, ça. Surtout quand il y a d'un côté ceux qui sont pour les réformes. Moi, je peux dire dans notre pays aujourd'hui, il y a deux camps. Camp des réformateurs, ceux qui veulent les réformes, et ceux qui n'en veulent pas. Ceux qui veulent améliorer les lois électorales, le code électoral, la charte, et ceux qui veulent qu'on revienne aux anciennes lois. C'est les deux camps qu'il y a dans le pays sur ce plan-là. Et là, il faut aller de l'avant. Vous voyez. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Nous ne sommes plus en 89, la conférence, non, tout ça. Les dialogues, c'est dans le temps et dans l'espace. La situation que nous avons eue en ce temps n'est plus la même. Et nous ne risquons pas de retrouver cette situation telle qu'elle a été. On peut puiser des éléments de cette conférence, améliorer notre côté aujourd'hui, mais on ne peut pas replâtrer ce qui a été fait il y a 30 ans, il faut recommencer. Non, la politique est dynamique. La démocratie est dynamique. Ce n'est pas le conservatisme, l'immobilisme. Dès qu'on veut faire ça, il faut pas... non, la vie est dynamique. Donc, nous devons nous situer dans cette dynamique-là, aller vers des lendemains meilleurs, une démocratie qui permet le développement. On ne va pas faire démocratie pour démocratie, liberté pour liberté, droit de l'homme pour droit de l'homme. Non. Il ne faut pas qu'on transforme les droits de l'homme en droits des médiocres. Il faut qu'on avance. Les droits de l'homme, c'est les droits qui font avancer les populations, leur développement, leur bien-être, leur sécurité, leur sûreté. Ce n'est pas des droits qui font l'apologie de la médiocrité. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Ne pas sortir de l'informel, ne pas avancer. Non, je crois que nous devons faire un effort, demander à la classe politique, les acteurs sains, pas les acteurs toxiques, parce que dans le pays, on a tout. Vous avez déjà dit ça 2 fois. C'est qui les acteurs toxiques?
Ben, tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, ça, je ne vous apprendrai rien. Ceux qui ne veulent pas que ce pays avance, qui peignent tout en noir, rien ne va. C'est les acteurs toxiques de la société. Il faut éviter. Ceux qui manipulent les concepts, hein, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Il faut de la clarification. Et je crois que nous sommes dans une étape telle que les réformes se font. Si on va dans ce sens, d'ici à là, le Bénin ne serait pas loin de son décollage économique. Vous savez, les questions d'eau, les questions d'électricité. Tout à l'heure, on parlait de transformer des difficultés en opportunités. Bon, notre économie était structurée telle que pour mettre en place des entreprises, il y a des difficultés. Quand vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas être industriel. Donc, les gens se contentaient de l'import-export. Elles se voient. Maintenant que les problèmes d'eau et d'électricité sont en train d'être résolus avec Maria Cléta, c'est de nouvelles chances pour que les nationaux pensent à la petite transformation, à des PME, à des industries, de manière à ce que notre économie soit configurée, soit aux normes communautaires, aux normes internationales. Abraham Zinokwe, au niveau de l'Union progressiste, comment entendez-vous aborder ce dialogue politique national-là? Bon, de toutes les façons, ça fait un moment que le chef de l'État... Ce dialogue-là, nous pouvons dire que nous, on a suivi le chef de l'État. Sinon, a priori, l'Union progressiste n'a pas de problème d'élection. Ça a été difficile, mais nous avons tout fait pour répondre aux attentes. Mais le chef de l'État, dont nous soutenons l'action, nous sommes membres de gouvernement, a estimé qu'il faut élargir le champ et que ceux qui n'ont pas pu, nous l'accompagnons dans cela. Donc, nous, à notre niveau, nous réunissons nos instances. Nous ne pouvons pas aller à un tel dialogue sans se référer à nos instances. Notre direction exécutive nationale s'est réunie, a convoqué un bureau politique dans les tout prochains jours, avant jeudi, pour que le bureau politique, qui est l'instance de décision, c'est l'instance transitoire de décision, entre deux congrès, soit informé, que l'Union progressiste puisse échanger entre ses responsables au plus haut niveau, un bureau politique élargi à nos élus, aux députés, aux ministres de l'Union progressiste, de manière à ce que notre position à ce dialogue reflète ce que le parti, dans son ensemble, dans sa direction, n'est-ce pas, estime être la position à tenir. Donc, c'est ce qu'un parti... Les démarches sont toujours en cours. C'est ça. Les conciliabules, ça continue. Au niveau de l'harmonisation des opinions. Non, mais une question de ce genre-là, il faut recueillir des uns et des autres, et la direction décide, c'est comme ça. Il faut entendre les uns les autres et faire le point. Mais vous pensez au niveau de l'Union progressiste qu'il y a des choses à parfaire dans la réforme du système partisan et tel que ça s'est passé, puisque de toutes les façons, vous avez dit qu'il sera question des élections. Je vous ai dit tout à l'heure que nous... Vous n'avez pas de problème, c'est vrai. Les tests ne nous ont pas empêchés d'être en règle. Oui. Mais il y a eu des difficultés. Oui. Il y a eu des difficultés, tout le monde en a eu. Si on dit qu'il n'y a pas eu de difficultés, ce n'est pas vrai. Il y a eu des difficultés pour obtenir tel papier, tel autre. Et c'est des questions beaucoup plus d'ordre administratif. Le seul problème que nous avons vu, bien que nous n'ayons pas été victimes de ça, c'est le cas où des candidats, alors que la loi dit que vous ne pouvez pas être membre de deux partis, des candidats se sont retrouvés sur les listes de deux partis, ce qui a créé des problèmes à ces partis. Ce n'est pas l'Union, mais en tant qu'observateur, ça peut nous arriver. Ce qui est arrivé au parti Mouel et PAD peut nous arriver. Ça, c'est des choses qu'il faut, par exemple, voir améliorer, de manière à ce que ce ne soit pas les partis qui subissent, n'est-ce pas, les corollaires de ces agissements. Les agissements non militants de candidats. Il faut trouver des trucs pour éviter que ce ne soit pas les partis qui soient sanctionnés, mais plutôt
les individus qui ont fait de tels choix. Je crois qu'il doit avoir la possibilité de régler ces problèmes-là. Et ça s'est posé au niveau... Là, donner la possibilité aux partis de politiques de retoucher la liste, même après dépôt. Donc, ça, c'est des questions qu'on peut mettre sur la table. Ça, c'est des questions objectives, ça. Vous voyez, ce n'est pas parce que j'ai été victime de ça, parce qu'on peut l'être demain. Des questions de cette nature, c'est des questions... ça, c'est un exemple. Il peut y en avoir d'autres et chacun doit pouvoir mettre sur la table tout ce qu'il estime et on va opiner, on verra. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour ces questions-là, dit, je n'y vais pas. Et demain, quand on sera victime, on va dire qu'on est... Moi, je crois que c'est sage d'y aller, de faire le tour des questions, de mettre toutes les questions sur la table, d'en débattre, et de voir là où il y a de consensus et là où il n'y a pas de consensus, de réserver ça à d'autres débats, à d'autres forats, à d'autres dialogues. Mais là, réglons les problèmes des élections de manière à ce que, à l'avenir, les élections qui viennent, puisque bientôt les locales et municipales, bientôt la présidentielle, qu'on n'ait plus ces couacs-là. C'est de ça qu'il s'agit, de mon point de vue et du point de vue de l'Union progressiste. Vous avez employé une expression, coup d'État intellectuel, à l'occasion de la période préélectorale, où le chef de l'État a demandé aux acteurs politiques d'aller s'entendre et d'harmoniser les points de vue pour pouvoir trouver les mécanismes d'aller aux élections ensemble. Tout à fait. Et après, ce qui a sonné comme un consensus et qui a été remis en cause, vous avez qualifié ça de coup d'État intellectuel. Comment se rassurer que cette fois, on n'aura pas un coup d'État intellectuel à l'occasion de ce dialogue-là? C'est-à-dire que tout le monde soit dans des dispositions pour pouvoir écouter l'autre et prendre conscience de ce que l'on dit. Non, on ne peut plus avoir ça puisque... Oui. On a parlé de dialogue. Ça veut dire que l'un fait un pas vers l'autre, ce qui n'a pas été le cas avant. Donc, c'est pour ça que je vous dis déjà que les lignes bougent. Nous allons, ceux qu'on a convoqués et qui y seront, ça veut dire qu'ils sont aptes à discuter. Ça veut dire que, mais si on ne fait pas ça... Donc, le simple fait déjà de se déplacer constitue déjà, un indicateur de bonne foi. Tout à fait, indigène. Mais si vous ne parlez pas entre vous, comment vous pouvez trouver de solution à un problème? Prenez votre ménage à la maison, ça ne va pas, chacun va de son... On ne trouvera pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un grand effort. Et c'est à l'actif du régime, du chef de l'État de faire cet effort. Et c'est à l'actif de tous les partis là qui ont pu se mettre en règle et qui sont aptes. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas, mais il a pris le papier, c'est qu'il ira aux élections. Bon, ils vont prendre le train en main. Moi, je crois qu'il ne peut plus avoir cet aspect des choses que j'ai montré qu'il y a eu un coup d'État intellectuel pour empêcher de dire non, qui va aller au dialogue pour dire encore d'aller violer la Constitution. Même si notre ami, notre frère s'est mis à genoux, chef de l'État, il faut violer la Constitution. Qui va le faire au dialogue? Personne, puisque ceux-là ne sont pas des acteurs politiques, ils sont des acteurs, bien entendu, de la vie, de la société, mais il s'agit d'acteurs, ceux qui ont été confrontés. Et c'est ceux qui ont été confrontés. Moi, je sais les ressentis d'un certain nombre de partis, surtout l'exemple que nous venons de donner, entre moi, le Bénin et le PAD. Mais les efforts qu'ils ont faits, c'est sérieux. Et ça a été douloureux pour ces deux partis politiques. Mais pour qui ça ne serait pas douloureux? J'imagine que c'est l'UP dans ces conditions. Mais ce serait douloureux. C'est une cause commune à tous les partis politiques. C'est de ça, c'est de la responsabilité. Des questions de ce genre-là. Comment voulez-vous mettre en retrait et après pleurnicher? Non, il ne s'agit plus de ça. Moi, je crois qu'on va vers le dégel, on va vers l'apaisement. Il faut prôner, n'est-ce pas, l'acceptation de l'autre. Ce n'est pas parce que nous avons des points de vue différents sur une question que nous ne devons pas vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre. Le Bénin est un pour tout le monde, pour nous tous. Mouvanciers, opposants, modérés, radicaux, c'est notre pays. Nous devons, c'est pas d'autres qui viendront. C'est pour ça que quel que soit. Et puis la lutte politique, c'est des débats d'idées. Ce n'est pas des coups de couteau, ce n'est pas des coups de cocktail Molotov, non. C'est des débats d'idées. Mais il y a des exemples de nos aînés que nous devons apprendre les jeunes. On a critiqué nos anciens, les pères fondateurs de notre République. Si je vous dis que, bien qu'ils soient dans l'adversité politique,
le président Romanegui était le médecin privé du président Akpiti. Est-ce que vous allez y croire? Et pourtant, c'est des gens dans l'adversité, mais sur le plan humain, sur d'autres plans. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il faut humaniser la vie politique. Quand vous entendez ce qu'on écrit, ce qu'on entend, ce que j'ai appelé la politesse républicaine, on peut ne pas être de même pour et nous respecter et dire des choses élégamment. Ça nous manque. Ça manque dans la République. Ça manque à la République. C'est pour ça que oui, le militantisme, et tout ça, c'est les défauts du militantisme. Hein. Oui. Ça, c'est parce que les gens, n'ont pas eu l'occasion de militer. Militantisme associatif, militantisme syndical, militantisme politique. Les gens se sont vus parachuter dans l'arène politique et des coups de... Non, c'est pas ça. Nous devons renouer. L'éducation, la formation, c'est indispensable. Mais ce que vous dites là, est-ce que vous pensez que ce dialogue peut permettre de commencer déjà à esquisser des pas dans ce sens? Le fait qu'il y ait dialogue, oui, le fait que des partis régulièrement constitués se déplacent, viennent dans la salle, c'est déjà un début. Mais c'est ça. Mais si on ne se voit pas, si on ne se parle pas, comment on peut aller à des consensus? Comment on peut aller à des compromis, sans compromission? C'est de ça qu'il s'agit. Le dialogue est nécessaire, est indispensable. Et le chef de l'État fait bien. Et les partis qui font l'effort, ceux qui ne sont pas à jour, on est neuf. S'ils le sont, dans quelques instants, mais ils vont prendre le train. En route, c'est de ça qu'il s'agit. Au contraire, ça va motiver ceux qui hésitent ou ceux qui ont des difficultés. Quand ils verront que cette difficulté a été aplanie par le dialogue, mais vous les verrez. Ils vont rejoindre et avant les prochaines élections. Je souhaite beaucoup que les choses rentrent dans les rangs. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est dans l'intérêt de personne, qu'on soit mouvancier, qu'on soit opposant, que le Bénin, qui est notre chose commune, le Bénin qui est au-dessus de chacun de nous, de chacun de nos intérêts individuels égoïstes, il n'est de l'intérêt de personne que le Bénin soit bafoué. Il n'est de l'intérêt de salir le Bénin. De l'intérêt de personne de voir les Béninois souffrir. De l'intérêt de personne. Si quelqu'un vous le dit, il ment, il est hypocrite. Je ne trouve aucun responsable qui puisse a priori. On ne va pas à la politique pour faire du mal. C'est comme l'école. On ne va pas à l'école pour faire du mal. On va à l'école pour apprendre à faire le bien, à bien se comporter. On va à la politique parce qu'on veut gérer la cité. On veut gérer le quotidien des Béninois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, a priori, un homme politique, à moins vraiment qu'il aille à la politique par hasard, alors il ne sait pas ce que c'est que la politique. Sinon, la gestion de la cité, c'est pour le bien des Béninois. Si on n'a pas ça en tête, ça veut dire qu'on n'a pas été militant, c'est qu'on ne sait pas la vision, l'objet, ce qu'on recherche en politique. Si on pense que c'est la politique, c'est là qu'il faut avoir les moyens de régler ces problèmes sociaux, de faire un tremplin. Ça, c'est votre activité professionnelle qui vous permet d'avoir les moyens de votre existence. Vous voulez vivre, vous voulez avoir des moyens, vous choisissez l'activité professionnelle qui vous permet de l'avoir. Et avant d'aller en politique, vous êtes d'abord leader dans votre activité professionnelle. Ah, celui-là, il est médecin. Ah, c'est comme ça. Ah, il est avocat. C'est comme ça. Il est architecte. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez faire vos preuves dans votre activité professionnelle. Et quand vous entrez en politique, on a des chances d'avoir... Aujourd'hui, rien de tout cela. On démarre, on ne connaît pas les b.a.-ba de militantisme, on commence à injurier les gens pensant que c'est ça, faire la politique. Dans quel pays, vous pas de respect pour votre chef d'État? On injurie un chef d'État comme si on a fait... mais ce n'est pas possible. Revenons aux bonnes mœurs politiques, à la bonne manière, à l'éducation, à la formation. Et ça, c'est le militantisme qui vous permet de l'avoir. Au sein des partis politiques. Au sein des partis. C'est pour ça que la formation, l'école des partis politiques, ça devient une activité majeure, primordiale.
C'est là que vous aurez... on va dans ce sens-là, l'Union progressiste. Oui, justement. Alors, quelles sont vos attentes au niveau de ce dialogue-là, les attentes que vous avez, vous, acteurs politiques, peut-être au sein de l'Union progressiste, vis-à-vis de l'exécutif? Le chef de l'État a convoqué un dialogue, mais quelle attitude attendez-vous de sa part? Bon, qu'il prenne en compte les recommandations, les résolutions, surtout consensuelles, qui vont sortir de ce dialogue-là. C'est ça que n'importe quel participant, n'est-ce pas, peut être. Et il peut même aller au-delà. Il est le chef de l'État, c'est lui qui rythme, c'est lui qui aujourd'hui est notre premier béninois, le premier magistrat. Les attentes, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il veut voir, avec sa majorité, qu'est-ce qu'on peut améliorer de manière à ce que les uns et les autres se retrouvent sans mettre en cause l'ordre constitutionnel. Ça, c'est important. Il est garant de l'application de la Constitution. Ça vous tient à cœur, ça? Mais sans ça, vous n'avez plus l'état de droit. Si chacun doit transformer son désir en truc volontaire en truc, bon, on serait en anarchie. Chacun va faire ce qu'il veut, ce n'est pas possible. Il a pris un pays dans un état de droit, il doit assurer cet ordre constitutionnel, cet ordre légal, cet ordre public-là. Donc il ne s'agit pas de remettre... Je vous dis, ne rêvons pas, soyons réalistes. Ne soyons pas des illusionnistes, des utopistes, la démocratie, d'émotion. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, c'est une fuite de responsabilité des partis politiques qui ne voudraient pas se présenter pour poser leurs problèmes. Je ne voudrais pas les juger. Nous sommes en démocratie. Le fait de ne pas venir, c'est un choix. Nous sommes en démocratie, c'est aussi la liberté. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un, on dit il y a élection. Pour aller, il faut tant, il dit... Je ne fais pas. Ça dit, il ne veut pas aller aux élections. Ça peut cacher des insuffisances parce que des gens disent on les a exclus, ils sont si. Peut-être qu'ils savent qu'ils ne sont pas performants, ils préfèrent se cacher derrière ce soi-disant pseudo-exclusion. Ça, je ne veux pas juger les gens. Je ne veux pas qu'on dise qu'on fait des leçons aux gens. Chacun est libre de son choix. Mais quand vous êtes libre de votre choix, vous devez assumer les conséquences, être responsable de ce choix. C'est ça. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Mais certains pensent que quand on dit démocratie, droit de l'homme, on peut faire ce qu'on veut. Non. Liberté rime avec responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Oui. Donc, en réalité, ce dialogue va avoir des impacts significatifs sur les prochaines élections. Les communales, locales, la présidentielle de 2021, par exemple. De mon point de vue, ça doit améliorer les prochaines échéances, de mon point de vue. Ne serait-ce que par la participation d'un plus grand nombre. Puis ce disent-là, on a dit, moi je suis heureux qu'on ne soit plus 2, qu'on soit 5, 6, 7, 8, 9, et pourquoi pas 10. Et avant, parce que ceux qui ne seraient pas prêts d'aller, mais ils peuvent se mettre en conformité avant les prochaines élections. Ils iront. Moi, c'est que, en tout cas, le gros lot, la masse critique des partis de l'opposition, que tout cela se retrouve. On va se mesurer parce que les gens, ils n'y vont pas et disent qu'ils sont forts. Pour dire que vous êtes forts, il faut aller. Moi, je souhaite qu'ils viennent et là, on verra. Nous sommes le parti majoritaire aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. Mais nous serons encore plus fiers parce qu'on a dit, oh, c'est ami. Nous serons plus fiers. Quand il y aura tout cet aéropage-là et qu'on nous verra toujours en tête, alors là, on dira ils sont vraiment forts. Donc nous voulons. Vous n'avez pas peur du combat? Non, au contraire, je l'ai dit bien avant. Seuls, nous sommes prêts à faire le combat. À 2, nous sommes à 4, à 10, nous sommes prêts. C'est ça, à l'Union progressiste. Maintenir le cap, c'est notre slogan. Oui. Abraham Visiro, oui. Oui, on parle justement de ces élections législatives, mais avant justement ce dialogue, avant même que le chef de l'État n'annonce la tenue de ce dialogue le 20 mai dernier, il y a eu justement législative le 28 avril, avec les deux partis politiques, dont l'Union progressiste aussi. Et on a entendu à l'occasion, ou récemment d'ailleurs, le président de l'NLC, Jean-Baptiste Elias, qui a fait une déclaration et qui a estimé que les dossiers de candidature
de certains partis politiques, dont, par exemple, de Oui, l'Union oui. progressiste aussi. Ces dossiers ont été traités avec beaucoup de faveur parce que certains candidats n'étaient pas forcément à jour avec des dossiers où il y avait des erreurs d'acte de naissance, par exemple, sur certains papiers, et que d'autres informations, ainsi de suite. Il a trouvé que le chef de l'État n'a pas suffisamment pris ses responsabilités. Il a dit sur un organe de presse du Bénin. Est-ce que ça ne vous met pas dans une position très inconfortable d'entendre ça? Non, bon, vous savez, c'est toujours la liberté d'expression. On ne peut pas refuser à quelqu'un de dire, de penser ce qu'il veut. Mais sur la question d'acte de naissance, tout ça là, mais ça, moi je ne reviens plus là-dessus puisque la Sénat a eu à répondre. Moi je ne reviens pas, dessus. Vous savez, si on veut parler... Il a dit des noms, il a qualifié ces élus-là de députés illégitimes. Non, pas. Vous savez, les critères de légitimité, on peut revenir là-dessus. Ça, c'est du droit électoral, on peut revenir là-dessus. On va y revenir. Hein? Mais ce que je peux vous dire, la Sénat a répondu et a montré que ce n'est pas manque de professionnalisme que la personne, l'ami, le frère, le président de l'ANC dont vous parlez, que ce n'est pas manque. Vous savez, le droit électoral est différent du droit tout court. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et toutes les lois ne sont pas de même portée. Les gens ne comprennent pas. Le juge électoral, les pouvoirs d'un juge électoral, ceux qui ne sont pas spécialistes du droit électoral ne savent pas. C'est pour ça que des gens, vous allez entendre que il y a eu fraude ici. Malgré ça, le juge proclame les raisons. Je dis, mais comment il y a eu fraude? Pourquoi il est ici, il est ça? Les gens ne savent pas ce que c'est que le droit électoral. Les questions électorales, on ne les traîne pas comme il est en train de faire. Des choses qui ont été faites, le débat a été fait, les institutions vidées, c'est terminé. Si vous voyez bien dans le code électoral, les lois, les délais pour agir sont des délais très courts. Prescription, c'est très court parce que la question électorale, le moment électoral, c'est un moment de tension parce qu'il s'agit de choisir ceux qui vont diriger le pays, l'État. Ce n'est pas des questions qu'on traîne à longueur. Une question de droit civil, tout ça. Vous avez 30 ans, par exemple. Mais si on fait 30 ans pour régler les questions d'élection, ça veut dire que ce qu'on a fait en 80, on peut revenir là-dessus aujourd'hui. Vous voyez, on ne pourrait pas vivre l'état de prêt. Donc c'est pour ça que quand on aborde les questions électorales, il ne faut pas les aborder comme notre ami l'a fait. J'ai cru comprendre, et la Sénat a répondu. Tout ce qu'il dit, ça n'a été rien de nouveau, rien de neuf. Et la Sénat a dit, ça a été traité en plénière, c'est terminé. On ne rouvre pas ces genres de dossiers. Les plaies qui sont... On ne remet pas le couteau dans ces plaies-là. Il veut quoi maintenant? Que ceux-là qui sont élus, députés installés maintenant, pour des questions de naissance, au moment où il y avait telle réforme administrative, ça a changé de nom, ceux-là, on les sort de l'Assemblée. Ça n'a pas de sens. Le droit électoral a ses spécificités, ses particularités que lui, il ne maîtrise pas. Je ne lui en veux pas. Il n'est pas spécialiste du droit électoral. Il s'occupe de la lutte contre la corruption. Il ne faut pas se mêler je disais tout à l'heure que déjà était prêt à ce qu'on viole la Constitution. Mais quand c'est comme ça, vous devenez un corrupteur de débat. Parce que vous déplacez le débat. Vous demandez à un chef d'État, vous à genoux, pardon, violer la Constitution. Vous devenez un corrupteur de débat. Et ce n'est pas bon pour la société. Quand vous êtes responsable, surtout d'agence de lutte contre la corruption, vous ne pouvez pas être celui qui demande, dans un état de droit, de violer la Constitution pour faire plaisir, soit à des amis ou à des frères. Ce n'est pas de ça un État. Nous ne sommes pas dans une démocratie d'émotion. Je le répète, la loi, c'est la loi. Dura lex, sed lex. Qu'elle soit bonne ou pas, on l'applique. Si elle n'est pas bonne, on la change. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez, il ne faut pas aller à ce genre de truc. Le droit électoral a cessé. Le juge électoral a des problèmes.
Je ne veux pas en dire plus aujourd'hui parce qu'il y a des choses, si on vous révèle en matière d'élection de droit, vous allez dire ce n'est pas possible. Je ne veux pas aller plus parce que nous allons vers le dégel, nous allons vers l'apaisement, nous sommes au pouvoir, nous tendons le bras pour que tous nos frères se retrouvent. Mais quelqu'un, un tiers par rapport à l'activité politique, dont le rôle est d'amener au respect des lois, ne peut pas aller dans ce sens-là. Demander de violer. Ce n'est pas possible. Il devient corrupteur de débat. C'est pas lui, bien. Il est convaincu qu'il est en train de réclamer une vérité donnée. Il devient corrupteur de débat. Ce n'est pas bon. Vous demandez à un chef d'État de violer la Constitution? Ben, c'est grave. C'est de l'émotion. Vous devenez un corrupteur de débat. Vous déplacez les choses. Non. La République, c'est la République. L'État de droit, c'est d'abord le respect des lois, le respect des textes. Et là, je voudrais enclencher dans ce débat, il n'a pas parlé que de la Sénat. Oui, il a aussi parlé de déclaration de biens. Il a mis en cause l'UP, les responsables de l'UP. Et là également, il compare des choses qu'on ne doit pas comparer, parce qu'il n'est pas spécialiste de ces questions. Quand vous dites texte, oui. Dans les tests, il y a plusieurs types de tests. Et la portée des tests, ce n'est pas la même portée. En ce qui concerne les déclarations de biens, oui. Moi, il m'a interpellé. Moi, je le félicite. Mais il a manqué de nuances. Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons décidé à l'Union progressiste, pour éviter justement ce genre, d'aller le même jour aller faire la déclaration de biens de patrimoine. Et nous sommes allés. C'est les preuves là. Et c'est là que mon ami, mon frère a manqué un peu de... ça. Vous lisez quelle date là? On voit 19 mai 2019. On était à la Cour suprême, à la Chambre des comptes. J'étais là. Tout est là. Tout est rempli. Malheureusement, la Chambre des comptes n'était pas suffisamment outillée pour nous prendre. Parce que vous étiez tous venus à On a dit qu'on pour éviter, parce que quand on laisse chacun faire, soit pas oublié, vous n'avez pas le temps, et on a dit pour éviter. Mais les médias étaient là, vos collègues étaient là, ils nous ont pris en photo. On a les images, effectivement. Le greffier de la Chambre des comptes, il peut témoigner. Et il a d'ailleurs fait sur le récépissé, parce qu'il a montré que le 19 mai, j'étais là. Hein? Récépissé, entrée et sortie. Entrée et sortie. Oui. Hein? Vous lisez, il a mis le 19 mai, j'étais là pour faire ma déclaration. Donc c'est un témoignage. Donc des choses comme ça, vous le dites concernant quelqu'un de mon niveau. Et puis ce n'est pas la première fois que j'ai été confronté à la déclaration des biens en tant que ministre. J'ai fait ma déclaration, donc je ne peux pas être contre les tests de déclaration de biens. Le président Amoussou, son récépissé est là. Hein? Donc, c'est vrai, le jour où on y était, on n'a pas pu le faire, tous, parce que la Chambre des comptes n'était pas outillée. Certains sont restés, d'autres comme moi, on est parti pour revenir. C'est le temps de revenir, oui. On n'est pas revenu parce que quand vous voulez faire quelque chose, vous êtes pris dans d'autres mois. En ce moment, il est allé pour dire, ah, tel, il a commencé à faire d'agitation. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'avait pas besoin de faire ça. Parce que là également, il devient corrupteur de débat. Pourquoi? Mais lui n'avait pas l'information. Bon, il dit qu'il a les preuves. Il a dit qu'il a les preuves. Et mieux, et là, c'est encore rien. On peut même lui concéder ça. Hein, que nous, on est mal fait. Je lui concède ça. Mais lui, président de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, est-ce qu'il peut prétexter d'un mauvais exemple et demander aux autres, parce que ce qu'il a dit, hein, moi je peux vous lire ce qu'il a dit, est-ce qu'il peut prétexter d'un mauvais exemple pour conseiller aux autres de ne pas se conformer à la loi? C'est grave. Moi, de mon point de vue, ce qu'il devait faire, il rappelle alors ceux qui n'ont pas, et conseille aux autres de respecter les normes. Mais il dit aux autres, ah, comme les gens proches du pouvoir ne respectent pas la loi, vous aussi ne respectez. C'est là que c'est grave. Si ce n'est pas le fait de dire, l'UP, le président Amoussou, le président Siropoui. Il dit, je vous lis, le président Abraham Siropoui
n'a pas déclaré son patrimoine jusqu'au 12 août 2019. Il va dire aux gens de respecter quoi? De se conformer à quoi? Comment il va demander aux autres de se conformer aux tests alors que lui-même ne se conforme pas aux tests? Ce n'est pas bien. Comment un responsable, agent de lutte contre la corruption, va prendre, et ça, toute proportion gardée, un contre-exemple et généraliser? Ça veut dire que si nous sommes proches, président Talon, nous sommes des voleurs, lui, président de l'agent de cola, il va dire, vous aussi, devenez voleur. Mais sa mission, il met ça où? Donc, vous voyez, c'est ça que j'appelle corrupteur de débat. Il ne faut pas qu'il soit un corrupteur de débat. Il ne faut pas qu'il soit un corrupteur. Est-ce que finalement, vous êtes retourné? Bien sûr, puisque j'ai récépissé. Et vous avez finalement déposé. Mais voilà le récépissé. C'est bien sûr, le président Amoussou. Le président Amoussou n'avait pas déposé au départ parce qu'il n'était pas élu. Mais à la fin de son entrée, la 7e législature. Voilà, donc. Parce qu'on fait la déclaration à l'entrée et à la sortie. Donc le président Amoussou a fait sortie de fonction. Entrée et sortie. J'ai fait, puisque je ne suis pas resté longtemps, oui. Donc mon patrimoine n'a pas varié en 2 mois et demi à 3 mois et demi, mais j'ai mon récépissé, le président, tout ce qu'il a dénoncé là, on a tous nos récépissés. Donc c'est dit, il faut faire attention. Quand vous voulez dire des choses comme ça, il faut prendre des précautions. Nous sommes allés. Donc la volonté de respecter s'est exprimée. Si on a eu des problèmes contingents, c'est un autre débat. En voulant le dire, il faut le dire. Mais dit que c'est comme si on ne veut pas respecter les terres et nous on fait des leçons aux autres. Et puis, la loi là, c'est sur la morale, c'est une loi d'éthique, c'est une déclaration sur honneur. Quelles sont les conséquences? Ce n'est pas de même portée que les lois électorales. Quand vous conseillez à quelqu'un de ne pas respecter les tests, mais vous l'envoyez où là? Si les gens ne se conforment pas, ils deviennent quoi là? Ce qu'on est en train de dire, il y a une œuvre et les autres qui ne font pas. Donc vous les écartez du jeu électoral. Mais comment vous pouvez donner un tel conseil? Non, ce n'est pas des lois de même portée. Il a parlé de textes. Les textes ne sont pas de même portée. Vous avez des textes dont la sanction est beaucoup plus morale, oui, éthique, individuelle. C'est le cas de... ça, c'est la morale, déclaration de patrimoine. La Constitution dit déclaration sur l'honneur. Ça veut dire qu'au vu de la Constitution, ça, on vous fait confiance, vous dites ce que vous avez au départ, vous dites ce que vous avez à la fin. C'est ça, la déclaration de l'honneur. Mais les règles électorales de constitution de parti, d'existence juridique, mais si vous ne respectez pas, la sanction est immédiate. Vous n'avez pas d'existence légale. Vous ne pouvez pas animer la vie publique. Vous ne pouvez pas participer aux élections. Comment vous allez prendre un contre-exemple de loi de transparence, de morale, d'éthique, et dire aux autres, comme ils ne respectent pas, vous aussi, ils n'ont pas le droit de vous donner. Non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi, je crois que... Mais vous avez tout à l'heure évoqué le droit électoral, et oui, ça nous intéresse. Quels sont justement les critères qui permettent de reconnaître la légitimité d'un élu à l'Assemblée nationale? Parce que justement, oui, dans cette déclaration, il en a aussi parlé, et aussi bon, avant lui, beaucoup d'autres personnes. Et même après lui, voilà, il parlait de légitimité. Oui, on va profiter de votre expertise. Oui. Vous êtes quelqu'un de très chevronné dans le domaine administratif et aussi dans le domaine juridique. Oui. Quels sont justement ces critères? Je suis spécialiste du droit électoral. Voilà. Je l'enseigne. Je le pratique. Voyez-vous, en matière de critères de légitimité, oui, il y a plusieurs critères. Le taux de participation, comme même des collègues universitaires l'ont dit, peut être un critère de légitimité. Mais ce n'est pas le seul critère de légitimité. Parce que ce taux-là de participation, est-ce que ce taux-là est légitime, est objectif? Il faut commencer par là. Je vais vous donner des exemples simples. On vous dit qu'il y a une élection, taux de participation 80%, 90%. Vous allez dire, ah, beaucoup de gens ont voté, c'est légitime. Mais vous fouillez, c'est des remplissages, des urnes, c'est des faux. Donc, le taux en lui-même, sans savoir dans quelles conditions a eu ce taux, ne suffit pas.
pour dire telle élection ou tel élu de telle élection est légitime ou ne l'est pas. Le remplissage dont vous parlez, c'est les bulletins nuls, c'est ça? Non, c'est la fraude. D'accord, d'accord. Mais vous n'avez pas connu ici chez nous des remplaçants, les gens ne viennent pas, on voit combien ils sont, mais c'est de la fraude. Vous aurez un taux grossi, on va dire, voilà, le taux réel. et qui est du faux. Donc vous ne pouvez pas partir du chiffre là pour dire ils sont légitimes, ceux qui sont. Est-ce que vous voyez? Prenons l'inverse. Comme on a eu la dernière fois, oui, à peu près le tiers. Oui. C'est dans quelles conditions on a eu ce taux? C'est un boycott actif et violent. On est passé de maison à maison. Donnez même, nous avons des parents, n'allez pas voter. Ceux qui sont allés voter, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Ceux qui sont allés voter, on est allé détruire. Et quand vous avez un taux, vous prenez ça pour... Le taux lui-même, est-il légitime? Mais c'est faussé. Ah bon? Vous ne pouvez prendre le taux qu'en période de non-violence, d'élection pacifique, paisible. Le taux peut dire quelque chose. Mais si c'est une élection truquée, faussée, on vous dit que c'est 90% qui sont... Et ce ne sont que des bourrages d'urnes, ce taux-là ne peut pas être le critère de légitimité. On a empêché les gens, par violence, par des voies de fait, d'aller voter. On dit, vous voyez, le taux ce n'est pas un critère de légitimité. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas prendre n'importe quel chiffre et tirer les conclusions. J'ai eu à dire, la 8e législature, dont je fus membre, c'est un parlement légitime. Parce que légal, ici, légitimité, ce n'est pas le critère, le pourcentage, le taux de participation, parce que c'est un taux qui est faussé par la violence électorale. On ne peut pas en prendre comme critère. Mais quand vous prenez dans l'absolu le chiffre, vous allez dire, vous voyez, on a même dit c'est 4%, 2% seulement. Donc vous ne pouvez pas. Ce n'est pas de taux légitime. C'est pas... Bon, un parlement comme celui-là, qui fait du bon travail, on est là 2 ou 3 mois, je suppose, avant de finir. Un travail de qualité. Vous trouvez que c'est un parlement légitime? Il n'a pas besoin, le député, un élu de la nation, il n'a pas besoin d'être le pouvoir de l'opposition pour légiférer pour le peuple, pour chercher des sources de financement pour le développement du pays, pour représenter le pays dans toutes les instances internationales. Vous voyez la diplomatie de cette 8e législature, depuis qu'elle est installée, vous voyez le président de l'Assemblée, le nombre de déplacements qu'il a fait à l'extérieur, le nombre de personnalités de tout continent qui viennent à la 8e législature, Inde, de partout du monde. Et vous avez dit que ce n'est pas un parlement légitime parce qu'un taux d'abstention, un taux de participation faussé par la violence, on exhibe de ça pour dire que le Parlement... Non, il y a d'autres critères que cela pour dire qu'un Parlement, dans l'absolu, dans une situation calme, pacifique, le taux peut être un critère de voir s'il y a... Mais il faut le taux, il faut le test... Il faut le contexte. Dans le test, le contexte. Il ne faut pas prendre comme prétexte pour dire autre chose. Sans vous sortir de ça, votre analyse. Et c'est ce que les gens ont fait juste là. C'est 2% seulement. Donc, c'est illégitime. C'est faux. Ce 2%-là, un 2% d'abord illégitime avant de parler d'illégitimité du Parlement. Il faut toujours prendre toute chose dans son contexte. Donc, le chiffre en lui-même, 100%, 0%, ça ne veut rien dire. On peut manipuler le chiffre à sa volonté. On peut dire au chiffre ce qu'on veut que le chiffre dise. C'est ça. Donc, dans l'absolu, on dit non, 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 non. Il y a d'autres critères pour évaluer la légitimité ou non d'un Parlement. Et je dis la qualité du Parlement,
la représentation de ce Parlement dans les instances sont aussi des critères de légitimité d'un Parlement. Très bien. On va sortir de cet entretien dominical avec cette question que je m'en vais vous poser. Vous avez quitté la 8e législature et je m'en voudrais vraiment de vous laisser partir sans vous amener à nous expliquer davantage ce que vous aviez dit à la presse. Vous avez dit que c'était pour mieux vous occuper de la formation de la jeunesse. Et la question est très claire. Est-ce que c'est plus confortable d'être responsable au niveau de l'Union progressiste que de siéger à l'Assemblée nationale? Abraham Ziloukoui. Dans le nouveau système, oui, c'est plus responsable. Puisque quand un parti est majoritaire, quand il est au pouvoir, mais tout vient du parti. Tout vient du parti. Les députés qui les positionnent sur les listes, mais c'est le parti. Les ministres qui les proposent ou qui consultent son Premier ministre, mais c'est le parti. Quand vous êtes, je suis du président, vous êtes de la direction du parti. Ça veut dire le parti, quand on parle de formation, mais le parti devient un laboratoire. Ce que le député va faire là, c'est ce que son parti lui dit de faire. Est-ce que vous avez vu à l'Assemblée 9 groupes parlementaires, comme avant on avait su? Mais non, c'est des directives qui viennent du parti. Et c'est plus facile, plus aisé. Moi, mon cas est spécial. C'est la 3e fois que je vais à l'Assemblée. Oui. Ce n'est pas la première fois. Il n'y a rien de nouveau pour moi. Donc, de ce point de vue, et par rapport aux tâches, puisque c'est un jeune parti, un jeune vieux parti, c'est des anciens qui sont, mais le parti vient d'être, les gens sont venus. Bon, il y a une tâche énorme d'organisation. Nous avons des instances transitoires. Nous allons là, bientôt, en décembre, au premier congrès ordinaire. Mais pour qu'on en arrive au premier congrès qui nous a vu naître, oui, tout le travail qui a été fait, abattu, vous n'en avez aucune idée. Vous n'en avez aucune idée. Donc, les tâches au niveau du parti, il y a désormais des permanents du parti. Ce n'est pas comme avant, on est là, à la veille d'élection, on prend les listes, on fait au cours. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une véritable administration. Une entreprise avec des permanents. Des permanents comme administration, comme vous l'êtes là, avec un siège national. Ça devient comme une fonction. Mais c'est ça, ça devient des permanents du parti. Et avec des sièges départementaux, avec des permanents qu'il faut contrôler, pour être proche de la base, des populations, des militants. Donc c'est pour ça que le nouveau système, et c'est pour ça qu'il y a un financement public. Vous voyez, c'est comme... Les gens n'ont pas encore, ne voient pas. Et c'est normal. Puisque c'est l'ancien système, oui, oui. Le parti à l'ancienne, tout le monde est habitué à ça. Mais un de vos collègues m'a dit, président Ziloukoui, vous laissez les nouveaux émoluments de l'Assemblée pour que... Mais je lui ai dit, il n'y a pas que l'argent qui fait la valeur. On a tous besoin d'argent, c'est nécessaire. Mais au-delà de l'argent, il y a la vision et la fonction. Donc, on ne peut pas tout. C'est l'argent, 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 et pour l'argent. Donc, non, il n'y a plus que l'argent. L'argent est nécessaire, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des valeurs. Quand vous allez en politique, il y a des valeurs que vous incarnez. Et ça, c'est important. Ce n'est pas, à mon âge, si je n'ai pas ce qu'il faut pour vivre, maintenant, ce n'est pas en allant à la 3e législature que j'aurai les moyens de mon existence. Ça, c'est fini. Moi, j'ai mon avenir politique dans mon dos. Et vous voyez, donc, nous, c'est mieux pour nous de former. Tout à l'heure, on a commencé par l'éducation et la formation. Il faut former. Si vous n'avez pas des militants formés, tout ce que vous faites là, c'est passager ça. Mais quand vous avez des militants formés, bien aguerris, vous êtes sûr que vous aurez une bonne gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'Union progressiste, si vous avez suivi l'Union progressiste, ce n'est pas qu'envoyer des gens, on a eu beaucoup de projets. Oui. Ce qu'on appelle les graines de baobab.
les jeunes se connaître, connaître le Bénin, la journée politique de l'Union. Mais tout ça, ça ne se fait pas par celui qui travaille en mode mi-temps. C'est en mode plein. Pas les permanents, en fait. Mais oui, qui sont... Très bien. Merci infiniment à vous, Maître Abraham Zirokhoué, d'être venu partager avec nous ces moments d'échange et de réflexion sur la vie sociopolitique nationale. Vous êtes membre fondateur du parti l'Union progressiste, membre actuel d'ailleurs du présidium de ce parti politique. Merci infiniment d'être venu. Je vous remercie. Merci et merci aussi à vous qui nous avez suivis de bout en bout, passé d'agréables moments en compagnie de notre programme et à bientôt.